J'ai compris que mon mariage était terminé le soir où ma femme m'a envoyé un cœur rouge depuis le bureau, alors que son téléphone venait de se connecter au Wi-Fi de notre appartement à Lyon. À 23h17, le plus drôle, c'est qu'elle n'était pas seule. Rachel et moi, 18 ans de mariage, 2 crédits soldés, une cuisine refaite avec un artisan qui m'avait facturé les joints comme s'ils étaient en or massif, et cette habitude française, très saine, de se disputer devant un relevé de charges du syndic, nous avions construit une vie propre, rangée, presque élégante, un appartement au 4e à Croix-Rousse, des dimanches au marché, une boulangerie où la vendeuse savait que je prenais toujours une tradition pas trop cuite, et une paix de couple qui ressemblait parfois à un vieux canapé. Pas passionnante, mais solide. Enfin, c'est ce que je croyais. Puis Rachel a commencé à rentrer tard. Au début, c'était la clôture du dossier client. Ensuite, une réunion qui déborde. Puis, tu sais comment est Géraldine. Elle veut tout revoir à la dernière minute. Géraldine avait bon dos. À force, je m'attendais à la voir apparaître sur notre avis de taxes foncières. Moi, je ne criais pas. Je regardais. C'est moins bruyant et beaucoup plus efficace. Elle posait son téléphone face contre table, changeait son code, souriait à des messages qu'elle supprimait aussitôt. Et quand je demandais, elle levait les yeux au ciel. « Michael, sérieusement, tu deviens parano ?» J'ai répondu une fois « Non, seulement français, donc fiscalement méfiant et sentimentalement prudent. » Elle n'a pas ri. Mauvais signe. Rachel riait toujours quand elle voulait cacher quelque chose. Un jeudi de novembre. Elle m'a annoncé qu'elle finirait tard à son cabinet de conseil à Pardieu. J'ai dit d'accord, j'ai même préparé une soupe. Parce qu'un homme trahi peut garder son standing culinaire. À 21h, j'ai appelé le standard, poliment, comme si je cherchais un dossier. Le gardien m'a dit que les bureaux étaient vides depuis 19h30. J'ai regardé ma soupe. Elle aussi semblait déçue. Quand Rachel est rentrée à minuit moins 10. Parfum frais, rouge à lèvres remis, manteau boutonné de travers. Elle m'a embrassé sur la joue avec l'enthousiasme d'une contrôleuse. SNCF en fin de service. Journée horrible, a-t-elle soufflé. Tu veux en parler? Ai-je demandé. Pas ce soir. Bien sûr, pas ce soir, ni demain, ni jamais. Parce que la vérité n'aime pas les invitations officielles. Elle préfère entrer par la cave. Le lendemain, j'ai remarqué un détail minuscule. Mais les mariages meurent souvent sur des détails minces, comme des tickets de caisse. Notre drap housse avait été changé. Rachel ne changeait jamais les draps le vendredi matin. Elle disait que c'était un truc du dimanche, comme la lessive et les regrets. Dans la salle de bain, mon flacon de parfum avait bougé. Et sur le tapis, il y avait une fibre de tissu sombre, qui ne venait ni de mes costumes, ni de ses vêtements. J'ai respiré lentement. Je n'avais pas besoin d'imaginer. J'avais besoin de savoir. Le soir même, au Café des Fédérations, j'ai retrouvé mon ami Karim, ancien gendarme, reconverti dans la sécurité privée. L'homme avait le regard calme des gens qui ont déjà entendu toutes les excuses possibles. Je lui ai expliqué sans trembler. Il a posé son expresso. « Tu veux une scène ou tu veux un dossier ?» J'ai répondu. « Un dossier, les scènes, c'est pour les gens qui n'ont pas d'avocat. » Il m'a donné le nom d'un enquêteur privé. Licencié, discret, cher, évidemment, en France même. La vérité vient avec TVA. 3 jours plus tard, je rencontrais Monsieur Lenoir dans un bureau près de Bellecour. Costume gris, mallette noire, voix basse. Il m'a demandé les horaires de Rachel, ses habitudes, les plaques, les adresses. Je lui ai tout donné, sauf ma colère. Celle-là, je la gardais pour plus tard. 1 semaine a passé, puis 2. Rachel devenait presque tendre par moments. Ce qui m'a confirmé qu'elle mentait très bien, mais qu'elle gérait mal son stock de culpabilité. Un mardi matin, Lenoir m'a appelé. « Monsieur Delmas, j'ai quelque chose. » Sa voix n'avait aucune émotion. C'est comme ça que j'ai su que ça allait me coûter cher ailleurs que sur la facture. Je l'ai rejoint dans un parking souterrain. Il m'a tendu une enveloppe Kraft. Dedans, des photos. Rachel, ma femme, mon associé de vie, ma signataire de mutuelle, sortant d'un restaurant italien avec un homme plus jeune, brun, sourire de brochure immobilière. Il s'appelle Daniel Moreau, a dit Lenoir, 32 ans,
Consultant indépendant, il travaille parfois avec son entreprise. J'ai regardé les images une par une, sans bouger, jusqu'à la dernière. Et là, mon estomac a compris. Avant mon cerveau, sur la photo, Daniel entrait dans mon immeuble, avec Rachel, à 15h46, pendant que j'étais chez le notaire pour régler la succession de mon père. Lenoir a ajouté doucement. Ce n'est pas un hôtel, monsieur Delmas. Ils utilisent votre appartement. J'ai refermé l'enveloppe. Très lentement. Dehors. Les voitures montèrent la rampe, comme si le monde continuait normalement. Quelle impolitesse, j'ai demandé. Vous êtes certain? Il a hoché la tête. Et ce n'est pas la première fois. À cet instant précis, je n'ai pas décidé de divorcer. Non. Le divorce était déjà évident. Administratif. Presque banal. Ce que j'ai décidé. En revanche, c'est que Rachel n'aurait pas le luxe d'appeler ça une erreur. Parce qu'une erreur, c'est prendre le mauvais TER. Pas transformer mon lit en annexe de mensonge. Alors j'ai souri, un petit sourire propre, poli, terriblement calme, et j'ai dit à Lenoir, « Continuez. » Il m'a observé une seconde. « Vous voulez quoi exactement ?» J'ai glissé l'enveloppe dans ma sacoche. La vérité complète. Puis mon téléphone a vibré. Un message de Rachel. « Je rentre tard ce soir. Réunion surprise. » Et juste dessous, une notification de notre application domotique. Porte d'entrée ouverte, appartement connecté, à 14h12. J'ai levé les yeux vers le noir. Et pour la première fois depuis 18 ans, j'ai eu envie de rentrer chez moi, sans prévenir. Je n'ai pas couru jusqu'à l'appartement. Courir, c'est bon pour les gens qui ont oublié leur Navigo ou leur dignité. J'ai pris le métro à Bellecour, ligne D, puis j'ai marché dans les rues humides de la Croix-Rousse, avec mon enveloppe Kraft sous le bras, et une idée très froide derrière les yeux, devant l'immeuble. J'ai levé la tête vers nos fenêtres. Volets entr'ouverts, lumière du salon allumée. Charmant. Rachel recevait donc en journée, comme une sous-préfecture de l'adultère. J'ai composé son numéro. Elle a décroché au bout de 4 sonneries. Voix basse, un peu essoufflée. « Michael, je suis en réunion. Je te rappelle. » Derrière elle, j'ai entendu un rire masculin. Bref, étouffé. Puis le clic sec de l'appel coupé. Je suis resté sur le trottoir, immobile. Une dame sortait de la boulangerie, avec 2 baguettes. Elle m'a souhaité bonsoir. J'ai répondu avec mon plus beau sourire de voisin civilisé. Parce que en France, même quand votre vie prend feu, on respecte la politesse de palier. Je n'ai pas monté les escaliers. Pas ce jour-là. J'avais besoin de preuves. Pas d'un duel ridicule en chaussettes dans mon couloir. Alors je suis allé chez Karim. Il habitait à 2 rues, au-dessus d'un petit garage où le patron fumait sous le panneau « Interdit de fumer ». Cohérence nationale, Karim m'a ouvert, a vu ma tête et n'a posé qu'une question. « Chez toi ?» J'ai dit « Oui ». Il a juré doucement, puis il m'a fait entrer, sur sa table, entre une facture EDF et un paquet de noix de cajou. Nous avons posé les photos de Lenoir. Karim les a étudiées avec la précision d'un homme qui sait lire une scène sans inventer de roman. « Tu vas devoir être propre, a-t-il dit, sinon elle va retourner l'histoire contre toi. » Je connaissais Rachel. Elle avait ce talent. Transformer une faute en blessure personnelle. Si elle cassait un verre, c'était parce que je l'avais stressée en respirant trop près. Karim a continué. Pas d'insultes, pas de menaces. Avocat, constat, preuve recevable. J'ai hoché la tête. Et si je veux qu'elle comprenne vraiment, il m'a fixé. Faire savoir la vérité. Oui. Te mettre hors la loi. Non. Cette phrase m'a sauvé de plusieurs bêtises, et probablement d'une garde à vue avec café tiède. Dès le lendemain, j'ai consulté Maître Vallon, avocate en droit de la famille, cabinet près des Cordeliers, bibliothèque impeccable, regard plus tranchant qu'un couteau à huître. Je lui ai montré le dossier. Elle a à peine levé un sourcil. « Classique », a-t-elle dit. J'ai failli rire. « Classique, comme une grève SNCF ou une fuite dans la copropriété. » Elle m'a expliqué ce qui pouvait servir, ce qui pouvait me nuire, ce qui devait rester privé, et comment protéger mes comptes, ma retraite complémentaire, l'appartement acheté avant le mariage, mais rénové pendant, la partie amusante, bien sûr, parce que l'amour finit souvent en tableur Excel. « Ne faites rien d'illégal, monsieur Delmas », a-t-elle insisté.
Votre calme est votre meilleur patrimoine. J'ai répondu. Mon calme est très bien placé. Pendant les semaines suivantes, j'ai joué le mari ordinaire. Rachel rentrait tard. Je demandais si elle avait mangé. Elle répondait oui. Je notais l'heure. Elle mentait. Je classais. Elle cachait son téléphone. Je photographiais les détails qui changèrent dans l'appartement. 2 verres dans le lave-vaisselle, alors que je n'avais pas bu. Coussin déplacé. Odeur de gel douche masculin. Un ticket de parking oublié dans la poche de son manteau. Pardieu. 15h20. Jour où elle prétendait déjeuner avec sa mère à Villeurbanne. Sa mère, que j'ai appelée pour prendre des nouvelles. Évidemment, belle-maman était au cinéma avec ses amis, devant un film polonais, très lent mais très beau. Rachel mentait donc même avec sous-titres. Le noir, lui, suivait Daniel. Il découvrit vite que le garçon n'était pas seulement plus jeune. Il était aussi ambitieux, très ambitieux. Il préparait une levée de fonds pour une petite société de conseil en images numériques, ironie délicieuse. Daniel vendait de la réputation en ligne, tout en ruinant la sienne hors ligne. Il fréquentait les cocktails, les espaces de coworking, les gens qui disent « scaler » en mangeant des mini-quiches. Un soir, le noir m'envoya une photo de Rachel et lui dans un café près de la place Satonnet, leurs mains posées l'une sur l'autre, sous la table. Pas besoin de grands discours. Parfois, un pouce suffit à signer un crime conjugal. Puis vint le détail qui transforma ma tristesse en stratégie. Sur une vidéo prise depuis la rue, Daniel utilisait le badge Vijik de Rachel pour entrer dans notre immeuble seul. Il montait avant elle, comme s'il avait ses habitudes, comme s'il rentrait chez lui. Ce n'était plus une liaison, c'était une occupation illégale de territoire sentimental. J'ai demandé à Karim de m'aider à sécuriser l'appartement. Officiellement, après plusieurs vols dans le quartier, nous avons installé des caméras visibles à l'entrée, reliées à mon téléphone, et une alarme avec générateur de fumée de sécurité, le type utilisé par certains commerces pour faire fuir les cambrioleurs. Tout déclaré, tout légal, tout facturé. Merci la paperasse. Rachel a râlé. Tu deviens obsédé par la sécurité. J'ai répondu. On ne sait jamais qui peut entrer ici. Elle a tourné la tête. 1 seconde de trop. Magnifique petite panique. J'ai presque applaudi. Mais je suis resté élégant. Le piège n'était pas un piège. C'était une scène éclairée. La différence est importante, surtout devant un juge. Le samedi suivant, Rachel annonça un séminaire à Grenoble. Départ 8h, retour dimanche, sauf que le noir m'apprit que Daniel venait de réserver un VTC pour notre adresse à 15h. J'ai préparé un sac. J'ai dit à Rachel que j'allais voir un ami à Nantes pour le week-end. Elle m'a embrassé distraitement. Déjà ailleurs. Déjà chez moi, sans moi. À 14h50. J'étais dans la cave de Karim, devant l'écran de contrôle. Mon téléphone posé à côté d'une tasse de café noir. Porte d'entrée ouverte. Daniel apparut le premier. Veste chère. Sourire idiot. Puis Rachel, avec une bouteille de champagne et mon peignoir blanc sous le bras. Mon peignoir. Là, j'ai senti quelque chose se fermer en moi. Pas casser. Se fermer. Comme une porte blindée. Karim a murmuré. « Michael. Respire. » J'ai respiré. Sur l'écran. Rachel riait. Daniel levait la bouteille. Ils entraient dans mon salon. Dans ma vie. Dans ce qu'ils pensaient être leur petit théâtre privé. Puis mon téléphone vibra. Message de Rachel. Bien arrivé à Nantes. Mon cœur. J'ai regardé l'écran. J'ai regardé Karim. Et j'ai posé mon doigt sur l'application de sécurité, prêt à leur rendre un peu de visibilité. Mon doigt est resté au-dessus de l'écran, suspendu comme un juge qui savoure une dernière seconde de silence, avant de lire la sentence. Sur la caméra du salon, Rachel posait le champagne dans notre seau à glace, celui que sa sœur nous avait offert pour nos 15 ans de mariage. Pour les grandes occasions, avait-elle dit. Apparemment, elle avait raison. Daniel regardait autour de lui avec cette aisance insupportable des gens qui se croient invités dans un endroit qu'ils profanent. Il a même pris un de mes livres sur l'étagère, l'a ouvert au hasard, puis l'a reposé à l'envers. Crime secondaire, mais révélateur. Rachel riait, légère, vivante, presque jeune, et c'est ce rire qui m'a blessé le plus. Pas parce qu'elle riait avec lui,
mais parce qu'elle ne riait plus comme ça avec moi depuis des mois. Elle avait gardé le bon vin émotionnel pour l'autre table. Karim me regardait sans parler. Il savait que la colère, quand elle est proprement tenue, fait plus de bruit à l'intérieur qu'un tramway sur rail mouillé. J'ai ouvert l'application. Code. Validation. Menu sécurité. Génération de brouillard. Un dispositif anti-intrusion. Légal. Installé par un professionnel. Destiné à rendre l'appartement inutilisable quelques minutes, sans blesser personne. J'ai appuyé. Dans le salon, une fumée blanche a jailli près de l'entrée. Épaisse, rapide, théâtrale sans être dangereuse. Rachel a sursauté. Daniel a lâché la bouteille. Le champagne s'est répandu sur notre parquet en chaîne. J'ai pensé, très calmement, que le syndic n'y pouvait rien. Cette fois, l'alarme s'est déclenchée. Pas hurlante, mais assez forte pour réveiller la conscience d'un mur. Rachel criait mon prénom, ce qui était original. Ces derniers temps, elle l'évitait comme un courrier des impôts. Daniel cherchait la sortie, bousculait une chaise, se cognait au meuble de l'entrée. Ils ont ouvert la porte en panique et se sont précipités sur le palier. Mal habillés, décoiffés, ridicules, pas en danger, seulement exposés, ce qui pour eux était manifestement pire. Madame Bresson, notre voisine du 3e, sortait justement ses poubelles. Elle a vu Rachel, elle a vu Daniel, elle a vu la fumée derrière eux. Et son visage a pris cette expression rare, mélange de peur, de curiosité et de joie sociale pure. « Oh mon Dieu, il y a le feu !» a-t-elle crié. Puis, voyant Daniel tenter de cacher sa tête avec sa veste, elle a ajouté, plus bas, « Ah, pas seulement !» Dans l'escalier, les portes s'ouvraient une à une. Monsieur Tissot du 5e, toujours en chaussons même en cas d'apocalypse, a appelé les pompiers. Un étudiant du 2e filmait déjà, évidemment, Génération verticale. Daniel voulait descendre, mais il ne savait plus où regarder. Rachel répétait « Ce n'est pas ce que vous croyez ». Phrase fascinante, parce que personne n'avait encore dit ce qu'il croyait. Moi, j'ai quitté la cave de Karim, et je suis monté tranquillement, pas vite, jamais vite, au 2e étage. J'ai croisé 2 pompiers qui arrivaient, casqués, sérieux, suivis d'un policier municipal alerté par un voisin. Je leur ai montré l'application et le certificat d'installation. Système anti-intrusion, déclenché à distance après détection d'entrée non autorisée. Ai-je dit ? La vérité, présentée correctement, porte un costume très convenable. Ils ont vérifié, ouvert les fenêtres, coupé l'alarme. Personne blessée, rien de grave, sauf l'ego de 2 adultes pris dans leur propre mensonge. Rachel m'a aperçu sur le palier. Son visage a changé. D'abord la peur, puis le calcul, puis cette petite colère familière qu'elle utilisait quand elle voulait reprendre le pouvoir. « Michael, tu es fou !» a-t-elle lancé, devant tout le monde. Belle tentative. J'ai répondu doucement. « Non, Rachel, je suis chez moi. » Daniel a essayé d'intervenir. « Écoutez, monsieur, on peut expliquer. » J'ai tourné la tête vers lui. « Daniel, quand un homme doit expliquer pourquoi il est dans l'appartement d'un autre avec sa femme pendant un faux séminaire à Grenoble, il a déjà perdu le concours d'éloquence. » Monsieur Tissot a toussé pour cacher un rire. Très mal d'ailleurs. Rachel m'a attrapé le bras. Pas fort, juste assez pour jouer la victime de proximité. Je me suis dégagé sans brusquerie. « Ne fais pas ça devant les voisins, » a-t-elle soufflé. « Tu aurais dû y penser avant d'inviter les voisins par le bruit. » Ai-je dit ? Les pompiers ont fini leur contrôle. Le policier a pris nos identités. Daniel donnait son nom d'une voix minuscule. Merveille de voir un consultant en images rétrécir en direct. Pendant ce temps, l'étudiant du 2e envoyait sûrement déjà la vidéo sur WhatsApp. Notre copropriété possédait un groupe de discussion pour les ascenseurs en panne et les colis disparus. Il venait de trouver sa raison d'être historique. Rachel a voulu rentrer dans l'appartement. J'ai barré le passage, calmement. Non, tu prends ton sac, tes papiers essentiels, et tu dors ailleurs ce soir. Elle a blêmi. Tu ne peux pas me mettre dehors. Je peux refuser une scène chez moi. Pour le reste, Maître Vallon t'écrira. Le nom de l'avocate a frappé plus fort que l'alarme. Elle a compris que je n'improvisais pas, que tout existait déjà. Le détective, les horaires, les photos, les messages,
les entrées, le badge, les mensonges rangés comme des factures dans un classeur, Daniel a murmuré « Rachel, on devrait partir ». Elle l'a regardé avec une haine soudaine, comme si sa présence était devenue son problème à lui. Délicieux retournement. L'amour clandestin supporte mal les éclairages de cages d'escalier. 10 minutes plus tard, il descendait sous les regards des voisins. Elle, avec son manteau fermé de travers. Lui, avec son arrogance oubliée, quelque part entre le 2e et le 3e. Moi, je suis entré dans l'appartement. Fenêtres ouvertes, fumée dissipée, parquet collant de champagne, lit défait, silence immense. Sur la table basse, le téléphone de Rachel vibrait encore. Elle l'avait oublié dans la panique. L'écran s'est allumé. Message de Daniel, envoyé avant leur arrivée. Cet après-midi, on décide pour notre avenir. J'ai pris une photo de l'écran, puis une notification bancaire est apparue. Virement programmé. Bénéficiaire. Daniel Moreau. Montant 10 000 €. Libellé Conseil Stratégie. Et là, j'ai compris que l'adultère n'était que l'entrée. Le plat principal venait de sortir de cuisine. 10 000 €. Voilà donc le prix officiel de l'avenir. Personnellement, je trouvais ça un peu cher pour un homme qui reposait mes livres à l'envers. J'ai photographié la notification, puis j'ai reposé le téléphone de Rachel sur la table, exactement où je l'avais trouvé. Parce que déplacer les preuves, c'est comme saler un plat déjà raté, inutile et risqué. Le lendemain matin, Maître Vallon m'a reçu à 8h30. Café noir, dossier ouvert, humeur chirurgicale. Je lui ai montré les photos, les relevés, les rapports de Lenoir, la notification du virement. Elle a gardé le silence longtemps. Ce qui, chez une avocate, signifie souvent que quelqu'un va passer une mauvaise semaine. Vous avez des comptes communs, a-t-elle demandé? Un compte pour les charges, un livret pour les travaux, et chacun son compte personnel. Elle a tapé quelques lignes. On bloque ce qui doit l'être. On demande les justificatifs. Et on évite toute publication incontrôlée. J'ai souri. Incontrôlée. Jamais. Car pendant que Rachel dormait probablement chez une amie en expliquant qu'elle traversait une période difficile, pauvre petite victime du brouillard domestique, la vidéo de l'étudiant tournait déjà sur WhatsApp, d'abord dans la copropriété, puis dans le quartier, puis dans le cabinet de Rachel. Lyon est une grande ville, mais les ragots prennent le métro plus vite que nous. À midi, ma boulangère m'a servi ma tradition avec un regard de présentatrice télé. « Ça va, monsieur Delmas ?» J'ai répondu. « La pâte lève, moi aussi. » Elle a fait semblant de ne pas comprendre. Par élégance ou gourmandise, à 15h, Rachel m'a appelé 27 fois. J'ai laissé sonner, puis j'ai répondu par message. Tout passe par les avocats. Sobre, efficace, presque romantique, si l'on aime les murs en béton, elle a fini par débarquer devant l'immeuble. Lunettes noires, foulard trop grand, comme une actrice fuyant Cannes après un mauvais film. Je suis descendu dans le hall. Elle a commencé fort. « Tu m'as humilié. » J'ai incliné la tête. « Non. » J'ai installé une alarme. « Tu as fourni le scénario. » Elle a serré les dents. « Tu ne comprends pas. Daniel m'a écouté. Lui. Il t'a tellement écouté qu'il a accepté 10 000 €. Son visage s'est vidé. Enfin, un moment de vraie sincérité. Tu as fouillé mon téléphone. Il vibrait sur ma table basse, chez moi, après ton évacuation dramatique. C'était presque une invitation administrative. Elle a voulu mentir, puis elle a renoncé. Première décision intelligente depuis novembre. C'était un prêt, a-t-elle soufflé. Parfait. Le juge adore les prêts secrets à des hommes nus dans les escaliers. Elle a levé la main, comme pour m'interrompre. Je n'ai pas reculé. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'avais pas besoin. Les voisins écoutaient sûrement derrière 3 portes. La France entière peut manquer de médecins. Jamais d'oreilles. Rachel, tu as trahi notre mariage. Tu as utilisé notre appartement, peut-être notre argent commun. Maintenant tu vas répondre proprement. Elle a murmuré. Tu veux me détruire. J'ai répondu. Non, tu as fait ça très bien seul. Moi je classe. Les jours suivants, tout s'est accéléré. Son entreprise l'a convoqué, officiellement pour atteinte à l'image et conflit d'intérêts. Daniel avait facturé à sa société des prestations validées par Rachel
Le mot favoritisme est arrivé dans les couloirs comme un parfum bon marché. Le noir retrouva 2 factures, 3 déjeuners payés avec la carte professionnelle et un mail où Rachel recommandait Daniel à un client en écrivant « Je garantis personnellement son sérieux ». Phrase magnifique, à encadrer dans les toilettes. J'ai remis uniquement les éléments utiles à mon avocate. Pas de montage sauvage, pas de grande vengeance numérique, seulement des preuves qui circulaient déjà et des documents vérifiables. Car la vraie cruauté, parfois, c'est de laisser les faits parler sans leur mettre de musique. Daniel, lui, tenta de me contacter. Message LinkedIn, évidemment. Michael, entre hommes adultes, on peut éviter que ça aille trop loin. Je lui ai répondu une seule fois. Entre hommes adultes, on évite surtout d'entrer chez eux avec leurs femmes. Puis je l'ai bloqué. 2 semaines plus tard, Rachel reçut sa mise à pied. Daniel perdit un gros contrat avec une start-up de Villeurbanne. Son associé le lâcha. Et moi, je continuais à vivre dans l'appartement, à aérer, nettoyer, repeindre la chambre, blancasser, parce que même les murs méritaient une procédure de réhabilitation. Puis arriva l'audience provisoire, tribunal judiciaire, couloir gris, couple cassé, avocat pressé. Rachel était là, pâle, amaigrie, avec son air de femme qui découvre que les conséquences ne sont pas une option premium. Elle m'a regardé comme si j'allais enfin craquer, mais je n'ai craqué sur rien. Maître Vallon a parlé des preuves, de l'appartement, de mes apports, des dépenses douteuses, de ma retraite, de la nécessité de préserver le bien. L'avocat de Rachel a tenté la carte de la souffrance conjugale. Classique. Madame se sentait délaissée. J'ai failli demander si le code d'entrée de l'immeuble l'avait aussi délaissée, mais j'ai gardé ma dignité. À la sortie, Rachel m'a rattrapé près des marches, sans avocat, sans Daniel, sans public, juste elle et sa voix cassée. « Michael, je peux tout expliquer. » Je l'ai regardée, et pour la première fois, depuis des mois, j'ai senti qu'elle avait vraiment peur. Pas de me perdre, non, de ne plus pouvoir revenir. Elle a ouvert son sac, en a sorti une clé, notre clé, puis elle a ajouté une phrase qui m'a glacé, plus que toutes les photos. Daniel n'était pas le premier. Je l'ai regardé tenir cette clé, comme une offrande, ou comme un vieux ticket de métro qu'elle aurait retrouvé trop tard dans une poche. Daniel n'était pas le premier, avait-elle dit, avec cette voix basse des gens qui confondent confession et stratégie de secours. Je n'ai pas répondu tout de suite. À côté de nous, un avocat dictait un message vocal. Une femme pleurait près du distributeur. Un agent de sécurité bâillait. La vie continuait avec une impolitesse remarquable. « Combien ?» ai-je demandé. Rachel a baissé les yeux. « Michael, ça ne sert à rien. » « Au contraire, pour une fois, ça sert à quelque chose. » Elle a serré la clé. « 2, avant lui. Pas pareil. Pas chez nous. » Voilà. Donc il y avait des catégories, comme au supermarché. Infidélité légère, infidélité avec domicile, lot familial. J'ai hoché la tête. Merci pour la précision logistique. Elle a pleuré, mais je n'ai pas bougé. Pas par cruauté. Par hygiène mentale, consoler Rachel à ce moment-là aurait été comme passer la serpillière pendant une fuite d'eau, sans fermer le robinet. Elle a tendu la clé. Je veux rentrer. Non. Un mot simple. Propre, pas spectaculaire, définitif. Le divorce a duré 4 mois. 4 mois de courrier recommandé, de rendez-vous bancaires, de notaires, de tableaux de charges, de messages filtrés par avocat, une romance administrative. La France s'est transformée une rupture en classeur. Maître Vallon a sécurisé l'appartement. Mes apports, ma retraite et les mouvements d'argent suspects ont suffi à calmer les ambitions financières de Rachel. Elle a gardé ses affaires personnelles, quelques meubles, sa voiture et ses regrets, qui prennent de la place mais ne se déclarent pas à la CAF. Daniel, lui, disparut presque. Son profil LinkedIn devint soudain très discret. Plus de posts sur l'authenticité professionnelle. Dommage, j'aimais beaucoup cette littérature de barbecue d'entreprise. J'ai appris par Karim qu'il était parti à Bordeaux chez un cousin, travailler dans une agence où personne ne connaissait encore son talent pour les entrées non autorisées. Rachel perdit son poste. Officiellement, rupture négociée. Joli terme pour dire que la porte se referme, avec un sourire
RH. Elle m'envoya des messages pendant des semaines, d'abord furieux, puis tendres, puis bibliques. On a vécu 18 ans. Tu ne peux pas effacer tout ça. Je me suis perdu. Je répondais rarement, et toujours pareil, par l'intermédiaire de nos conseils. Ce n'est pas une phrase, c'est un mur porteur. 6 mois plus tard, je vivais encore à la Croix-Rousse, seul, mais pas vide. J'avais changé les draps, le lit, le canapé, même le seau à glace. Surtout le seau à glace. Il y a des objets qui savent trop de choses. Le samedi matin, je descendais acheter mon pain. Madame Bresson me demandait si ça allait mieux. Je répondais « Je dors mieux. C'est déjà un programme de gouvernement. » Karim passait parfois boire un café. Nous regardions les matchs sans parler de Rachel, ce qui était une preuve d'amitié supérieure à n'importe quel discours. Un soir de mai, elle est revenue, sans prévenir, devant l'immeuble, manteau beige, visage fatigué, plus de lunettes noires, plus de théâtre. Juste une femme qui avait découvert que la liberté peut aussi avoir un loyer. Je suis descendu. Elle m'a dit « Je t'aimais vraiment ». J'ai répondu « Peut-être, mais tu t'aimais davantage quand personne ne regardait ». Elle a fermé les yeux. On pourrait recommencer ailleurs. J'ai souri, presque avec tendresse. Rachel, je ne suis pas une application qu'on réinstalle après l'avoir supprimée. Elle a voulu toucher ma main. Je l'ai retirée doucement. Pas de drame, pas de haine. La haine demande une énergie que je préfère garder pour choisir un bon vin. Je te souhaite d'aller mieux, ai-je ajouté, mais pas chez moi, pas avec moi. Elle est partie à pied vers le boulevard, petite silhouette dans la lumière des vitrines. Je n'ai pas ressenti de victoire, seulement de l'espace, immense, calme, respirable. En remontant, j'ai croisé l'étudiant du deuxième, celui de la vidéo. Il a murmuré, gêné. Désolé pour tout ça. J'ai haussé les épaules. Vous avez filmé la vérité. Elle avait juste une mauvaise tenue. Il a ri. Moi aussi, dans l'appartement. J'ai ouvert les fenêtres. Lyon sentait la pluie chaude et la pierre. J'ai posé mon téléphone sur la table. Écran vers le haut. Sans secret. Sans surveillance. Sans mensonge à attendre. Puis j'ai servi un café dans ma tasse préférée. Celle que Rachel détestait, parce qu'elle était ébréchée. Elle avait tort, les objets ébréchés peuvent encore servir, les mariages brisés, parfois non. Je n'ai pas détruit Rachel. Je n'ai pas détruit Daniel. Je n'ai même pas détruit notre histoire. J'ai simplement allumé la lumière dans une pièce qu'il croyait fermée. Et quand la vérité est sortie, elle n'a couru après personne. Elle a juste laissé chacun apparaître exactement comme il était. I don't know why I said that like I was trying to jump scare you. Tegan, I don't know if you're still here. I think you said you were going to go get some food. Thank you again for the raid. Guys, if you didn't see, the lovely Tegan raided us, who is a new friend brought in by the lovely Anna, who's also a streamer, actually. You should also go follow Anna, but you should go follow Tegan and go say hi next time she's live. You should also go say hi to Anna next time she's live. Hi, I'm Minko. Thank you for the follow. Hello, everyone. Hi, if you came in on the raid. If you're new here today, say hi right now. Say hi in chat right now. Ew, why do my hands look brown? I need to wash this tan off. I need to get my nails done really badly. There's no fucking appointments. I'm going to have to go back to the same shitty place as last time. Hi, everyone. Hola. How are we all doing? I need to go because I need to go drink wine in the sun is what I need to go do. I'm trying to decide on what to wear. I've had so many compliments on this shirt today. But I can't, I don't know. The only skirt, I still here, hello. The skirt that I want to wear, the only skirt I own is a mini skirt that I will flash all of Manchester if I wear. But imagine, guys, hear me out. I know it's really short, but with this crop top and this shirt, this skirt and cowboy boots. Wait. We can do this live.
Do not let me forget to put socks on again. I did this last week. Hi, Saute, hang on. Wait, hang on. I can't get my boots on. I can't get my cowboy boots on. Hang on. Sorry, have my feet swollen up? Oh my god. Right, hang on. You've got your trousers. I am wearing a skirt. And it technically sits here. Hang on. See, it's very short, the skirt. It's quite vulnerable. Oh, but that's cute now. The shirt might be too long. Well, if I wear the shirt open, and then I'm less likely to... I'm not wearing a proper bra. Just don't ride any bulls. That was my plan. I was going to a bull riding bar. Can you see my ass? Imagine if you could. I was going to wear a littler top than this, though. I was going to wear a cute little crop top with no bra. I might look a bit like a whore. I am, so that's okay. Or I wear knee-high boots to give myself a bit more protection. Oh my god, good fucking song. Truth in advertising, exactly. I'm a marketer, I tell the truth. It's a cute outfit though, but the shirt is cuter without this underneath because this is the wrong colour. Wait, let me go find the top I was going to wear. Wait, is it here? No. I fear it's not the... Oh,